TFM. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 66. Cette semaine, on revient sur le Grand Prix d'Abu Dhabi qui, soyons honnêtes, fut une sieste pour tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, avant de débuter, je dois vous avertir qu'on a eu un problème technique pendant l'enregistrement. L'audio de mes collaborateurs, en fait, Anna Maria Mercado-Lopez, Jean-Sébastien Barbeau et Marc-André Fortin, pour une raison quelconque, ne s'est pas enregistré correctement. Alors, j'ai dû me rabattre tout de suite d'enregistrer la conversation sur Zoom. Alors, l'audio que vous allez entendre provient directement de Zoom et on est en pleine conversation qui avait déjà débuté pour revenir sur la belle victoire de Max Verstappen devant les deux Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton qui revenaient après avoir manqué le Grand Prix de Sakir en raison d'un test positif à la COVID-19. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on s'en va tout de suite au débat. Merci pour votre écoute. Jusqu'à la fin d'un tour et c'était un peu une rédemption, le petit dernier Grand Prix où il avait la chance de réussir à faire peut-être une meilleure saison l'an prochain, à repartir en confiance. Et je pense que c'est une course qui a été profitable pour lui. Et notamment, ça va être une bonne chose qu'il va avoir obtenu cette pole probablement pour l'an prochain. Oui, exactement. Alors, j'ai hâte de voir est-ce que ça va être un peu un énoncé qu'il lance pour 2021 contre Mercedes. On verra ça parce qu'on n'est pas encore en 2021. Encore, il faut que la voiture soit un peu plus performante que ce que ça a été cette année. On verra ça. Une marge de manœuvre quand même avec plus de 40%. Je pense qu'ils peuvent changer la voiture, si je ne me trompe pas. Donc, l'aérodynamique peut encore changer. Donc, peut-être aller chercher quelques secondes. Exactement. Jean-Sébastien, qu'est-ce que tu as... Bon, tu l'as dit, c'était un Grand Prix plate, mais qu'as-tu pensé de la performance de Supermax? Bon, je pense pas qu'il faut l'appeler Supermax aujourd'hui. Lewis Hamilton est encore un peu souffrant par rapport à la COVID. Il l'avait dit. Les moteurs Mercedes sur les deux Mercos étaient bridés. Bottas et Hamilton ont fait semblant de le savoir. Donc, la performance de Verstappen, oui, elle est notable, mais je pense pas que c'est quelque chose dont on va... je pense qu'il faut le mettre un petit peu en parenthèse. Là. Il y avait quand même des facteurs qui l'avantageaient pour ce Grand Prix. Donc, de ce côté-là, c'est pas particulièrement... je pense que l'élément le plus intéressant, c'est pas la partie de course qui m'a le plus intéressé. Étonnamment, c'est une partie de course. Ça reste du côté de la performance des deux McLaren qui ont fait le travail, ont fait le job pour aller chercher des points, pour aller chercher la troisième place. Et... à contrario, le rôle de Lance Stroll a été catastrophique. Il devait juste aller chercher un minimum de points, il n'a pas été capable de le faire, puis ils ont perdu la troisième place. Donc, ça s'est joué une mauvaise qualification qui s'est mal transformée ensuite en course. C'est ça, et justement, on va revenir après sur cette bataille pour la troisième place, mais soyons honnêtes, Lance Stroll a été sous-performant, probablement une de ses pires courses de la saison, en fait. Sa pire course de la saison, je pense. À un mauvais moment. Il devait aller chercher les points pour ce Grand Prix-là parce qu'il savait très bien que Perez n'était pas là. Il n'a pas été capable de le faire. C'est ça, exactement. On va revenir un peu plus en détail sur la performance de notre Québécois. Et Anna Maria, qu'est-ce que tu as pensé de la performance du numéro 33, Max Verstappen? Je voudrais que ça soit comme un signal pour l'année prochaine, mais comme le dit Jean-Sébastien, les Mercedes, je pense que tout était fait de son côté et essayer juste de nouvelles choses. Yo como laisser aller. En plus, Hamilton n'était pas dans sa bonne forme non plus, mais au moins c'est le premier moteur
pas Mercedes qui réussit à faire la pollen, parce que oui, de côté Racing Point, ils ont fait, mais c'est quand même un moteur Mercedes, mais c'est comme cette année, la première fois qu'un non Mercedes il a réussi à faire la pole position, et après ça, mais juste Red Bull il a réussi à conserver son avantage, et en plus c'est un circuit que il n'y a pas de dépassement, il ne peut pas rien faire, c'est une course plate quand même, c'est comme, je dis que c'est comme le Monaco, mais moins beau. Ouais, c'était à Monaco vraiment. Ouais, mais... C'était Monaco, mais moins les accidents, moins les rails, moins le glamour aussi, puisque c'était à huis clos, évidemment, en raison de la COVID-19, en fait. À huis clos, mais quand même, il y avait beaucoup d'invités. C'est juste que, oui, c'est juste d'invités del paddock, il était très, très serré, et on racontait que même le monde qui est arrivé à l'aéroport, ils mettaient un bracelet avec GPS pour s'assurer que le monde ne saute pas de la boule. Ouais, c'est ça. C'était en fait ils ont créé un genre de biosphère justement pour éviter qu'il y ait toutes sortes de problèmes en fait. Alors c'est une bonne chose, et il y a eu, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas aux dernières nouvelles concernant ça. Donc preuve que ça fonctionnait. 78 cas, on a appris dans une entrevue de Ross Brown dans le génial podcast F1 Nation, 78 cas au total 68 cas au total sur 78 000 tests. Oui, et ça, c'est un nombre assez impressionnant compte tenu de la situation, en fait, pour un championnat international. Un cas par 1000, sauf 3 pilotes qui l'ont eu, ça, c'est un autre problème, par contre. Ouais, ça aussi, ça, c'est autre chose, parce que vraiment, le fait aussi que, bon... Mais ça laisse voir que oui, ils ont mis les paquets, mais c'est juste le monde moins comme les mécaniciens et tout ça qui devaient plus respecter les consignes, parce qu'après, des côtés des pilotes, des côtés de la directive, oui, dans la boule, il était bien, mais même bientôt, et il était surpris parce qu'il montrait des images, et lui, il avait la masque même pas le nez, il était... il avait la masque en dessous des nez, il dit, et c'est chanteur, il dit, ils font n'importe quoi, ils font des soupers, ils font de belles photos, ils se promènent, et je suis même surpris qu'il n'y a pas eu plus de pilotes avec le Covid. Je comprends que Max Verstappen, il n'y avait pas peur de Covid, non, lui, il avait peur juste de manquer une course et de manquer des points. C'est ça qui l'empêchait, il faisait vraiment très attention de ne pas attraper rien, mais il y avait beaucoup comme Leclerc, comme Bottas, il fout. Après qu'il sortait de la boule, il faisait n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'ils font à l'extérieur. C'est autre chose, en fait. Mais disons que ils se sont, bon, pour la plupart, parce qu'il y a eu 3 pilotes qui l'ont contracté malheureusement. Quand même, 3 sur 20. Ouais, ça fait 15%. Ouais, ça fait 15%. C'est quand même beaucoup. Et disons au moins que ça peut aider au moins la FIA à... Disons que même Hamilton, j'ai été surpris parce que lui, il même faisait des matchs à Londres avant le Grand Prix, et après il faisait des Grands Prix. Il dit oui, mais il y avait des masques et tout. Mais il y avait des mondes qui marchaient dans la rue avec lui. C'est ça. Ben, comme on dit, la COVID, elle n'a pas de discrimination, elle frappe tout le monde, alors encore... C'est un beau virus égalitaire, ça, on aime ça. Oui, exactement. Au moins, mais surtout, s'il vous plaît, faites attention. Oui. Et aussi, portez le masque correctement. Faites pas comme j'entends là qui met le masque en dessous du... On garde les distances, on se lave les mains. C'est ça. Et allez vous faire tester si vous vous sentez pas très bien. Non. Ça en dit long, en fait, sur comment on a apprécié le Grand Prix, en fait. On parle d'autres choses. On parle d'autres choses. Et on va parler on va parler, en fait, de ce qui était plus important que la victoire de Max Verstappen. Désolé, Marc-André. C'est la... Tu avais raison. C'est la bataille du 3e rang
entre McLaren, Racing Point et Renault, qui a été remporté justement par McLaren. Alors, on a parlé un peu de Stroll et de sa très mauvaise performance, mais il faut parler d'abord de McLaren avec Lando Norris et Carlos Sainz qui ont réalisé une course parfaite. Ils n'ont pas fait d'erreur. Ils ont récolté les points nécessaires pour aller chercher cette troisième place. Et en plus, ça tombe le lendemain de l'annonce comme quoi McLaren a reçu une belle enveloppe d'argent, en fait, de la part d'un investisseur pour booster, en fait, la valeur de l'écurie. Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur la saison. Une petite opinion, en fait, sur la course de McLaren, mais aussi sur la saison qui a fait en sorte qu'ils ont pu terminer troisième. Donc, Jean-Sébastien? Ben, tant mieux pour McLaren. Ça prouve l'espèce de régularité qu'ils avaient depuis le début de la saison. C'est une équipe qui a commencé assez fort et qui, au fil des semaines, on a vu un petit creux rapidement parce que on a vu Renault essayer de remonter un peu, on a vu Force India, Racing Point revenir. Mais au final, de façon constante, il y a toujours une équipe qui revenait, c'était McLaren. La voiture, c'est certainement pas la troisième voiture la plus rapide. C'est la Racing Point. Par contre, niveau régularité, c'est la troisième meilleure voiture. C'est une voiture qui est fiable, qui fonctionne bien, il y a d'excellentes assises pour l'année prochaine. Daniel Ricciardo dans cette voiture va se plaire énormément avec Lando Norris. C'est dommage pour Carlos Sainz. C'est tant mieux pour McLaren, c'est une belle équipe, ça pousse bien. Le projet, souvent on parle en football, on parle souvent du projet sportif. Le projet sportif chez McLaren, il est là, il existe, il y a un vrai projet, une construction qui va se faire sur les prochaines années. Et là, avec l'entrée d'argent de 150 millions de dollars américains qui rentrent, et aussi l'éventuelle vente du bâtiment de Working, où est-ce qu'ils vont devenir uniquement des locataires, va amener quand même beaucoup d'argent sur le court terme, donc va pouvoir permettre sans doute une bonne évolution à l'approche de 2022. Franchement, McLaren, ça serait une voiture qui serait vraiment le fun à suivre l'année prochaine et l'année d'après. Oh oui, clairement. Et puis, que tu l'as dit, Daniel Ricciardo, Lando Norris vont sûrement se plaire et ils vont avoir un moteur Mercedes l'année prochaine, il ne faut pas l'oublier. Ça va être copain comme cochon, ça va être la folie furieuse niveau PR, cette équipe-là. Sur les réseaux sociaux, ça va chauffer. Oh mon Dieu. Je me souviens encore de Daniel Ricciardo qui dit I will end you après que Norris lors du Grand Prix de Grande-Bretagne tapé sur la tête sur les casques de Ricciardo après la course. Ça, c'était vraiment drôle. Mais ça va être du génie l'année prochaine. Anna-Maria, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de McLaren à Abu Dhabi et un peu de la saison dessus? Mais je pense que c'est pas juste Abu Dhabi, c'est comme pendant les dernières courses, ils ont fait le travail, on dirait qu'ils ont corrigé des erreurs, des petits erreurs qu'ils ont fait dans les arrêts et même si c'était pas la voiture la plus rapide en comparaison à Racing Point et à Renault, ça montrait que c'était l'équipe qui travailler mejor en équipe avec les pilotes, avec les stops, avec la stratégie d'équipe, il faisait gagner un peu plus de points. C'est là que j'ai dit, oui, on peut blâmer Stroll pour les points aussi, parce que lui, c'est le pilote, et on voit les pilotes, mais l'équipe Racing Point, il a beaucoup fait des erreurs pendant toute la saison, des côtés de stratégie, des côtés de performance, de côté, tu sais, la qualification de Stroll qui n'ont même pas mis les pneus qu'ils devaient mis pour faire un seul tour, de côté des arrêts, parce que oui, on parle beaucoup de Pérez qui fait la performance et peut-être Pérez il était plus critique quand il se plaignait de l'équipe, il se plaignait de que por erreur de l'équipe, il n'a pas fait de points, il n'a pas réussi, mais Stroll, il n'a jamais blâmé personne, il se blâme lui-même. Mais on sait, comme l'a dit, il parlait avec les journalistes canadiens hier avant-hier, comme il disait, c'est lui qui est blâmé, même si l'équipe y avait performé, mais on sait que l'équipe y a manqué beaucoup des opportunités. Même pendant la dernière course, la stratégie y était laissée
comme beaucoup de temps et on attend que les pneus ils servent à rien pour l'arrêter. Tout le travail que les pilotes essayent de faire, après quand c'était le moment de concrétiser, on dirait que si tu n'étais pas un pilote comme Vettel, qui pouvait faire la différence, il pouvait lire tout, on dirait que l'équipe y était manquée un peu. Et c'est là que plusieurs analystes disaient quand ça commençait, oui, ils vont avoir une grande voiture, mais il faut que l'équipe s'adapte aussi parce qu'ils vont avoir beaucoup de décisions à prendre des côtés stratégie et c'est là aussi où McLaren ça va mieux. Il y a l'expérience et tous les changements qui ont fait les dernières années après que Alonso y est parti, ça marchait. Et l'équipe, il va bien. Mais côté Racing Point, ils sont comme en mode apprentissage encore. Oui, la voiture est là, mais ils ont besoin beaucoup plus de performance côté stratégique, côté d'équipe. Parce que c'est là que aussi ça se fait beaucoup la différence. Et on le voit à Red Bull. C'est pas la voiture la plus rapide, mais il était capable de faire des performances incroyables dans la arrêts. Il lisait la course. Et qu'est-ce qui fait que même si Max, il y a comme 5 fois qu'il n'y a pas eu de points, lui était là toujours. Mm-hmm. Et justement, c'est très intéressant que tu parles d'expérience chez McLaren comparé à Racing Point. Là où je vois où McLaren veut en venir, c'est parce que ils ont aussi des stratégistes excellents, une très bonne équipe d'ingénieurs aussi. Alors, ils sont capables aussi d'avoir confiance en leurs pilotes et les pilotes, et c'est réciproque aussi. Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils sont capables de s'entendre et c'est ça qu'on a vu, entre autres, en Italie, même si ça a fini en deuxième place. Mais quand Carlos Sainz a essayé d'aller chercher la victoire contre Gasly, tu avais Tom Stallard, l'ingénieur de piste de Sainz, qui l'encourageait, mais qui essayait de ne pas trop le déranger pour justement qu'il soit en mesure d'aller pour se concentrer et d'aller chercher cette victoire. Et ça a été le cas aussi à Abu Dhabi, même si ça n'a pas été beaucoup actif. Quand il y avait les Ferrari devant qui ne s'étaient pas arrêtés, ils ont été capables, Sainz a été capable de faire ce que Stroll n'a pas fait, c'est-à-dire se débarrasser tout de suite des Ferrari. Alors, c'est là où, justement, dans les moments clés, McLaren, les deux pilotes ont été capables de capitaliser. Ça a été la même chose ça a été le cas à Abu Dhabi, et je reviens aussi à la première course de la saison où Norris, quand il a obtenu son podium, il a été en mesure d'aller pousser à fond pour aller chercher, pour être en dessous des 5 secondes pour se retrouver sur le podium et déloger Lewis Hamilton qui avait la pénalité. Et justement, c'est là où on va faire la transition, Marc-André, vers Racing Point. La course à Abu Dhabi a été une catastrophe. On ne parlera pas de Sergio Perez parce qu'il n'y est pour rien. C'est une autre casse moteur. Pourtant, qui ont changé des composantes du groupe propulseur. Mais Lance Stroll, par contre, il avait l'opportunité. C'était, on pourrait dire, la course la plus importante de sa vie. Et il est carrément passé à côté. Et ironiquement, j'écoutais au travail Gilbert Delhomme qui disait, et même Christian Tortora au 91.9 Sport, dire que il manque, il n'a pas faim. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Marc-André en premier. Vous ne trouvez pas que Stroll, et c'est un bon pilote, il faut pas le renier en fait. Mais il manque quelque chose à Stroll, et c'est ça qui fait en sorte qu'il s'est fait dépasser par Esteban Ocon dans le dernier tour. Alors, vraiment, je pense que tu as amené un bon point justement sur la façon dont il a de conduire et d'amener son effort à bon port. Et souvent, on remarque que c'est
peut-être ça le problème avec Stroll. Il y a certainement du talent, mais de plus en plus que les saisons avancent. Et c'est vraiment cette année, je pense que je l'ai plus remarqué, et peut-être parce qu'il est dans une meilleure voiture et ça lui offre une meilleure exposition télévisuelle, mais j'ai l'impression que des fois, il manque le petit quelque chose qui fait en sorte qu'un pilote va travailler plus fort que l'autre pour aller chercher une position ou pour tout simplement aller chercher la petite seconde. Et on parlait de son problème en qualification l'an dernier, qui a été un peu réglé cette année, bien sûr, mais d'aller chercher les petites secondes, souvent, c'est une question, oui, de talent, mais c'est de le vouloir absolument et réussir. Et peut-être que Stroll manque un peu à cet effet. Et je pense que tu as amené un bon exemple sur le fait qu'il s'est fait dépasser par Ocon dans le dernier tour. Toute la course, on a senti que l'objectif pour Racing Point, bien sûr, était d'aller chercher des positions parce que on ne pouvait plus compter sur Sergio Perez pour remonter la pente et aller chercher une meilleure position pour Racing Point et justement aller comme égaliser du même coup la force des deux voitures parce qu'on se disait McLaren avait un certain avantage à partir du moment où Perez a dû abandonner. Donc, j'ai senti que Stroll aurait dû mettre un petit peu plus l'accent sur la vitesse et sur la vitesse d'exécution pour ne pas être pris justement en arrière de Ferrari. Et tout ça mène à ce que, parce qu'on disait tantôt, McLaren a réussi à prendre la position. Et c'est des petits détails durant la saison qui ont fait en sorte que le résultat est tellement serré. Et l'an prochain, ça va probablement être la même chose. Et on se demande comment ça va aller pour Racing Point si Lance Stroll n'est pas capable d'aller chercher les petites secondes qu'il faut à la fin d'une course ou à la fin de l'année, en espérant que Vettel va être un pilote auquel on s'attend. Exactement. Jean-Sébastien, est-ce que tu penses que la même chose que Marc-André? Plus sévère. Stroll est un bon pilote, c'est tout. Il ne sera jamais un excellent pilote. Il est dans les espèces de talents comme on voyait dans les années 90. On se disait toujours « Oh, Jarno Trulli, c'est un très bon pilote. » Yeah, right. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière? Il n'a pas fait grand-chose, finalement. On est à ce niveau-là. Il y a quelques années, on disait souvent à propos de Stroll, qui a le plus envie d'être en Formule 1? Lance ou Lawrence? On connaît la réponse, clairement. On sait c'est qui a le plus envie d'être là. C'est certainement pas le fils, c'est le père. Ouais. Et il vit son rêve de Formule 1 à travers son fils qui est là. Donc, par procuration, c'était son gars. Maintenant, comme il est propriétaire d'une équipe, enfin copropriétaire ou chairman ou etc., là, il peut le vivre. Mais son gars est une espèce de faire-valoir pour que lui puisse faire autre chose. C'est malheureux, c'est comme ça. Oui, je suis en partie d'accord avec toi. C'est vrai que on voit un peu que le père vit sa passion à travers le fils. Ceci étant dit, je pense que peut-être que Stroll est quelqu'un de plus réservé et ça se voit aussi en piste, justement où ça manque de fin aussi. Alors, je pense que avec une cuillère d'argent en bouche, c'est un petit peu plus difficile d'avoir faim. Oh! Lewis Hamilton, je pense qu'il nous le montre bien. Ouais. Il a travaillé dur. La résilience, elle est dans le parcours professionnel. Mais le problème, c'est qu'on est facile, on dit d'habitude, on l'analyse quand on est assis dans les sofas, c'est beaucoup plus facile que quand tu es dans la voiture. Oui, on sait que le père, il aime ça la voiture, il aime être là, mais Stroll, n'importe quel pilote qui est dans la forme, même Hamilton, quand tu mets ton enfant de 5 ans dans son karting, il faut que lui aussi ait envie, sinon ça va pas marcher. Même je connais beaucoup de pilotes que les pères ils ont essayé, mais ça marche pas. Tu vois Guy La Liberté ici, son fils il était laissé en France sous la tutorie de Alessi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a tout l'argent pour les faire. Même il s'affichait avec le drapeau brésilien parce que sa mère est du Brésil. Mais oui, les pères, il peut avoir beaucoup les rêves, il peut avoir beaucoup envie d'être là, mais il faut que lui aussi
ait envie d'être là. Et lui, il a travaillé beaucoup depuis longtemps. Oui, peut-être c'est pas le meilleur pilote, c'était pas celui qui y a beaucoup de fans non plus, mais je pense que c'est quelqu'un qui se retrouve avec beaucoup de responsabilités sur lui et c'est le moment que je pense que c'est un peu dérangeant pour lui parce qu'à chaque fois on voit si côté de pluie il y a une opportunité, il est capable d'aller chercher la pole, il est capable d'aller chercher des podiums, mais quand tu sais que tout le monde le regarde et que tout le monde attend ça de lui, on dirait qu'il fait plus attention et c'est là quand ça marche pas, quand il y a comme peur d'aller chercher, il y a peur de faire mal et c'est là que ça marche pas. Oui, excuse-moi Marc-André, juste revenir un peu sur le point Anna Maria aussi. C'est vrai que on parle justement de Camila Liberté, mais le truc moi que je veux ajouter aussi, c'est que c'est pas au père de dire ça, c'est plus à Otmar Zafnauer, à Brad Joyce, son ingénieur aussi, de dire, écoute Lance, c'est la plus grosse course de la saison. On a besoin de cette 3e place. Il va falloir que, et je sais que je vais être aussi sévère que Jean-Sébastien après avoir vu la course. Il a besoin d'aller un peu plus loin. Je sais qu'on parle beaucoup de son âge, qu'il a 22 ans, mais à un moment donné, il va falloir que, je vais dire, être un peu plus sévère dans ce que je vais dire, mais il va falloir qu'on lui brasse les cordes parce que ça peut pas continuer comme ça. C'est vrai que là, c'est une saison en demi-teinte pour Stroll. Ça a été une saison en demi-teinte aussi pour Racing Point. Ça, il faut le dire. Parce que, oui, il a obtenu une pole position, deux podiums, mais il y a des courses, par exemple, en Belgique, Abu Dhabi, justement, j'essaie de penser, Imola aussi, où il aurait pu aller, il faisait un bon départ, mais il s'est accroché avec Ocon. La relance à Monza a été cruelle pour lui. Ah oui, la relance à Monza, ça, c'était sa vraie chance d'aller gagner ce Grand Prix. Ça, c'était la vraie chance. À Sakeru aussi, même si je suis pas d'accord qu'il aurait pu aller chercher cette victoire, mais à Sakeru, il aurait pu aller chercher une 2e place minimum. Et je pense que le point de Jean-Sébastien tantôt était excellent dans le fait où un pilote qui travaille avec acharnement toute sa vie pour se rendre en Formule 1, la facilité, des fois, ça enlève un certain talent qu'un pilote doit aller chercher s'il doit travailler. On parlait de Rosberg, justement, qui a travaillé toute sa vie pour réussir à obtenir la victoire contre Hamilton. Oui. Il a finalement réussi. Il y a un autre exemple que je pourrais te donner, c'est Carlos Sainz, qui est arrivé en Formule 1 avec dans la filière Red Bull, qui a dû travailler pour il y a aussi montrer la à quel couchette point dans il était la bouche. mais cependant, Rosberg, les deux sur la piste. Rosberg aussi. Ouais. Cependant, sur la piste. On les attendait avec un brique sur la finale, mais ils ont bûché dur pour arriver. Hein. C'est ça. Oui, c'est des pilotes qui travaillent eux-mêmes, mais côté, est-ce que j'ai besoin de me préoccuper pour ma place? Non, ils ont l'argent, mais cependant, Carlos Sainz s'est fait tasser de la filière Red Bull. Il a dû travailler pour montrer qu'il était un bon pilote et qu'il méritait une place. Et ça a paru, je pense, dans la saison de cette saison. Ça paraît pas un solide pilote cette saison et il va aller chez Ferrari en raison de ça. Oui, pour répondre à Jean-Sébastien, ça paraît, mais c'est juste un peu moins évident que Carlos Sainz ou bien même Nico Rosberg. Je pense que c'est ça aussi que Stroll va devoir faire et il va avoir l'expertise d'un Sébastien Vettel pour justement élever son jeu d'encran et pour reprendre un peu une phrase célèbre de l'ancien entraîneur de l'équipe de France de soccer, Aimé Jacquet, muscle jeu. Son jeu, bien oui, évidemment. Et oui, c'est ça. Il faut muscler son jeu. Secouer le cocotier, là, ça peut juste faire du bien. Mais exactement. Il va falloir secouer beaucoup quand même un peu. Exactement, parce qu'on l'a vu se faire dépasser par Ocon. Ne pas être ça a pris du temps avant qu'il dépasse Vettel, qui était sur des pneus durs très, très, très vieillissants.
Puis en plus, il n'a pas été en mesure de profiter de la relance pour pour se rapprocher de Sainz. Je comprends que la voiture n'était pas fameuse aussi, mais je pense que c'est dans ce genre de Grand Prix qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, C'est vrai que c'est dans ce genre de Grand Prix qu'on voit aussi l'expérience des pilotes, parce que des fois, on voyait Vettel, même avec une voiture moins rapide, se battre en avant, tant que Leclerc se faisait dépasser pour tout le monde. Ah ben tiens, justement, on va en parler de Ferrari juste parce que Vettel, c'était sa dernière course. Moi, personnellement, j'ai trouvé que même si les deux Ferrari ont terminé hors des points, comme ça a été souvent l'habitude, je pense que Vettel a fait une meilleure course que Leclerc parce que, justement, tu parles d'expérience, Anna Maria. Oui, il est parti en pneus durs, mais il les a gérés de bonne manière, où justement, quand c'était le moment de s'arrêter, il a été en mesure d'amortir le coup, contrairement à Charles Leclerc qui a, en fait, subi une autre erreur de stratégie de la part de Ferrari, de le laisser en piste et sur des pneus médiums en plus. Alors, ça n'a pas aidé. Leclerc s'est fait bouffer tout rond. Il est revenu en piste dernier lorsqu'il a fait son arrêt au puits. Et tandis que Vettel, lui, le choc a été moins dur. Alors, moi, je pense que même si Ferrari a connu une saison de schnout, une saison difficile, une course à l'image de la saison, je pense que Vettel peut sortir heureux parce que oui, il quitte Ferrari après des années où il n'a pas été en mesure de gagner le championnat et tout, mais il a fait une course, moi personnellement, je trouve qu'il a fait une course correcte. Qu'est-ce que vous en pensez? Anna Maria? Oui, c'est ça. Ça pourrait au moins finir d'une autre façon, mais quand même, il est resté hors des points derrière Leclerc, mais comme tu dis, il se battait en avant, il était sur la stratégie des pneus durs, il a fait travailler beaucoup les autres aussi, même s'il n'y avait pas de voiture performante. Et c'est, comme je disais, c'est là qu'on voit la différence. Et on voit aussi que Ferrari a fait des petits ajustements parce que ça fait à peu près 3 Grands Prix qu'il ne faisait pas de tête-à-queue. Mm-hmm. Il ne sait pas de l'arrière, mais c'est ça. C'était curieux parce que dès que l'équipe a commencé parler de fait de correction parce que ça fait longtemps qu'il travaille sur une voiture qui va pas bien à l'arrière et on disait oui, c'est de ça qui se plaignait Kimi, c'est de ça qui se plaignait tout le temps Vettel et on dirait que dès que Vettel a dit il s'en va et bon, il va pas rester dans l'équipe, on allume que peut-être il fallait l'écouter avant. Oui, c'est vrai. Que ce n'était pas seulement des erreurs de pilotage, c'est sûr, parce que tout le monde parlait de la même chose, pas juste Vettel, c'est peut-être la voiture qui va bien avec Leclerc, mais pas avec lui, et ça sent bien ça, et il y a un autre pilote, mais il faut travailler pour tout le monde. Et je pense que Ferrari, ça valait un petit peu mieux l'année prochaine, peut-être, parce que aussi, les moteurs, ça va changer aussi. Oui. Il ne va pas avoir la pénalité qu'il y avait cette année. La pénalité secrète qu'on ne sait pas c'est quoi, mais que ça fait beaucoup de dégâts dans l'équipe, dans les Alfa Romeo aussi. Oui, et As, était condamné en fait à souffrir en arrière alors 100e course en plus, alors c'est dommage. Ceci étant dit, j'ai hâte de voir si le nouveau moteur que Ferrari a promis. Ça là que le nouveau moteur il est corrigé. Et légal. Légal, on va mettre ça entre guillemets. Ouais. Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Ferrari malgré leur position hors des points? Malgré la position hors des points, comme tu dis, je pense que
ça finit bien pour Vettel. Il a réussi à se battre quand même contre les autres pilotes. Et puis, ça a été un parcours, une fin de parcours assez difficile pour Vettel. Et de le voir terminer de cette façon, je trouve que c'est quand même positif. Et il va pouvoir construire sur ses dernières performances, malgré qu'elles sont encore là pas très glorieuses parce que le résultat n'y est pas. Mais tout de même, on voit un Vettel qui est beaucoup plus confiant qu'il était en début de saison. Et c'est justement ce qu'on disait lors des premiers épisodes du Bulletin F1. C'était ce que Vettel devait réussir à faire cette saison, c'est d'aller chercher un petit peu plus de confiance afin d'arriver dans une Racing Point qu'il ne connaîtra pas et pouvoir revenir un peu à un Vettel qu'on connaissait d'avant. Donc, je pense que cette saison, on peut dire mission accomplie pour Vettel, malgré que c'était une saison catastrophique, des têtes à queue, vraiment un rejet complet de la part de Ferrari envers Vettel avec une voiture qui ne suivait pas du tout la route. Donc, non, je pense que Abu Dhabi représente un peu la saison de Ferrari en voulant dire que c'est une voiture qui est très mauvaise, qui est complètement ratée. Mais tout de même, je pense qu'il y a de l'espoir autant pour Ferrari pour les raisons qu'Anna Maria a amenées, mais aussi pour Vettel pour la saison prochaine. Et je pense que c'est positif pour lui et pour les amateurs. Oui, aussi, parce que c'est pas un pilote, c'est pas quelqu'un qu'on voudrait voir, un quadruple champion du monde qu'on voudrait voir croupir ou bien même se battre pour des 12e, 13e positions, en fait. Jean-Sébastien, toi, qu'as-tu pensé de la performance des Ferrari à Abu Dhabi? Ben, regardons le classement. Leclerc se qualifie 12e, Vettel se qualifie 13e. À l'arrivée, Leclerc est 13e, Sébastien Vettel est 14e. La raison qu'ils ont reculé, c'est parce que Kimi Raikkonen, sur une Alfa Romeo, a été plus rapide qu'eux. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est une catastrophe, cette course-là, comme le reste de la saison. Il y a une stat que j'ai vue en préparant le balado. Ferrari n'a pas mené un tour de la saison. C'est une première depuis 1992. Donc, ça fait depuis que je suis né que ça ne s'est pas produit. C'est avant Jean Todt. Et on se rappelle à quoi ça ressemblait Ferrari avant Jean Todt. C'était une catastrophe. Non, c'était une catastrophe. Je suis pas prêt à aller jusque-là quand même, mais c'est dire comment cette voiture est catastrophique. Je suis pas sûr que le moteur va régler toute la situation l'année prochaine. Oui, ça va aller mieux. Ils vont être au niveau sans doute des Renault Alpine, mais il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas de pole, il n'y aura pas de meilleur tour. Là. Soyons francs. La voiture ne va pas bien structurellement. Le duo que Ferrari va avoir n'est pas prêt pour être champion du monde des pilotes ni champion du monde des constructeurs. On retrouve sans doute le management à l'italienne qui historiquement ne fonctionne pas, que Jean Todt avait pu régler à la fin des années 90. Non, cette équipe-là n'avance pas. Elle va avancer l'année prochaine. On ne peut pas faire pire que ça. Enfin, si, mais on ne leur souhaite pas quand même. C'est une année horribiliste à oublier. Vettel, je ne pense pas que c'est de la confiance qui est affectée. Je pense que c'est de la frustration qui est accumulée depuis près de 2 ans. Et tout a commencé sans doute à partir du Grand Prix d'Allemagne 2018, où il est sorti sur la flotte. Cette frustration-là, elle doit être là, puis même avant, à cause de dissensions internes, quand on est rendu à se disputer pour un Grand Prix sur lequel on doit choisir, sans dit long sur la préparation qui est faite. Pour citer le balado de Formule 1 fait par Tom Clarkson, qui s'appelle, comment encore, Abdou? Beyond the Grid? Oui, Beyond the Grid. Oui. Pas Stefano Domenicali, mais notre Mathias Binotto le disait. Il y a une rigueur qui doit être installée dans une équipe et ça fonctionne. Avant, quand Schumacher est arrivé, il y avait un meeting à 8h45, on mettait le pilote en avant, on le faisait ressortir, puis après on faisait un autre meeting. Quelle idée niaiseuse! Schumacher est arrivé, à 8h, on fait tout le meeting, puis après on démarre la voiture, puis après on fait le programme pour la journée. On va mettre des choses qui sont beaucoup plus claires, au lieu de tout déconstruire, on va juste tout rassembler par bloc, puis ça va marcher. Il faut une espèce de management de ce type chez Ferrari. Il y a peut-être des choses qui vont débloquer, mais au moment où ils sont l'année prochaine, attendez-vous pas à voir Ferrari dans le top 3 ou dans le top 4. Ça serait au mieux une 5e place au championnat du monde des constructeurs.
Ouais, et c'est drôle que tu parles de management. Justement, avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, on a appris que Louis Camilleri, l'ancien PDG de Ferrari, a dû prendre sa retraite avec effet immédiat parce que malheureusement, il a été atteint de la COVID-19 et avait été admis à l'hôpital. Heureusement, on ne craignait pas pour sa vie, mais il a décidé de se départir et c'est John Elkman qui le remplacera à titre temporaire. Alors, on verra ce que ça va donner parce que Camilleri et Binotto sont de bons amis, ils s'entendaient très bien. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner si jamais il doit avoir un remaniement dans le management. Mais ça on est toujours dans le futur. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, Je pense pas que c'est Binotto le problème, parce que ça aurait été notre copain d'avant qui était là chez Ferrari. Arrivabene. Oui, Maurizio Arrivabene. Je pense qu'on aurait eu le même résultat. Je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus endogènes dans l'équipe qu'il faut régler avant tout. Mais à la fin, c'est dommage pour Camilleri, mais c'est lui qui devait être La connexion. déconnecté de l'équipe, ça fait longtemps, parce que les décisions qu'il prenait, ça marche pas, mais comment est-ce qu'il a fait qu'il mette Binotto sur la direction, mais aussi sur la direction technique? Et j'ai parlé à un ingénieur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Villa del Prat, que c'était ingénieur de Schumacher dans le temps de Benetton. Lui, il me disait, mais regarde, on a besoin 24 heures pour diriger l'équipe. On a besoin de 24 heures pour diriger la partie technique. Comment est-ce que lui va faire pour assumer les deux rôles? Ça ne va pas marcher. Et comme on le voit, ça n'a pas marché du tout parce qu'il n'avait pas la tête, il ne pouvait pas contrôler les deux choses en même temps. Et l'équipe, il ne va pas très bien, l'auto, il n'était pas bien fait, mais de côté de l'équipe aussi, ça ne marche pas parce que même les stratégies de l'équipe, les mots, tout était comme à l'envers. Cette année, on voyait Ferrari, il était comme, je ne sais pas, petite équipe, As. Je pense que Minardi, dans son temps, il faisait mieux avec ce qu'il y avait. C'est vrai. C'est vrai. Puis en plus, c'est dommage parce que je pense que oui, on a beaucoup. Je pense qu'on est loin du management à la Jean Todt avec Ross Brown, la Dream Team, Todd, Brown, Schumacher, même Chris Fry qui était l'ingénieur de piste de Schumacher dans le temps avec Ferrari. Alors, je pense que... Ils ont fait venir l'ingénieur de Haas, qui l'ont mis dehors, ils l'ont envoyé à Haas, ils l'ont fait revenir à Ferrari, et quand lui est prêt pour travailler sur la voiture 2022, c'est quoi la nouvelle? Il s'en va chez Haas. Il venait d'Alfa Romeo, je me suis trompé, ils l'ont envoyé à Alfa Romeo, y on allait le chercher a Alfa Romeo pour corriger les problèmes chez Ferrari. Et maintenant que lui travaillait sur le projet 2022, qu'est-ce qui se passe? Les grosses annonces, il s'en va chez SAS. Ouais. J'ai dit, c'est quoi ce qu'il faut? C'est Ferrari. On disait, et je ne sais pas si ça existe l'expression en français, qu'on dit, ils font comme poulet, pas de tête. Ah oui, ils font comme des poulets sans tête, c'est ça, ouais. C'est ça. Moi, je pense que 2021, là, ça, avec Leclerc et Sainz, on va voir ce que ça va donner maintenant que Leclerc va être, disons, le pilote numéro 1. Donc, qui n'a pas une grosse expérience non plus. C'est ça. Saïs, lui, a l'expérience, mais il ne connaît pas l'équipe. Et c'est très difficile à percer sur les Italiens parce qu'ils ont son hiérarchie déjà établie. C'est Leclerc le numéro 1. Ouais, exactement. Je vais laisser... En fait, maintenant qu'on a parlé de Ferrari, je vais vous
on va se défouler. Vous êtes prêts? Oh oui. Amplement. Amplement. Parce que on va parler de Abu Dhabi. Donc, depuis 2009, la Formule 1 est à Abu Dhabi. C'est la dernière course de la saison depuis, je dirais 2009, à part quelques exceptions, 2012 et 2013. Et la plupart du temps, on n'a pas eu de Grands Prix excitants. On parle beaucoup de 2010-2012 comme étant les meilleurs Grands Prix. Il y a des championnats en jeu. Oui, il y a eu des championnats en jeu. 2016 aussi, parce qu'il y avait un championnat en jeu. C'est ça l'intérêt. C'est ça, c'était ça l'intérêt. Mais sinon, non mais moi, Encore là, ça joue à la qualification. ça se joue à la qualification. Et après, on parle de membres de quelques moments. Il y a eu Petrov qui a animé le show en 2010. Oui, parce qu'il y a un championnat en jeu. Il y a un championnat en jeu. Mais regarde, mon gros resumen de Abu Dhabi, c'est ça. Je dis, regarde, il y a Alonso, Mm-hmm. qui est un très, très bon pilote. Il y a Petrov. Mm-hmm. Là, ça résume c'est quoi Abu Dhabi. Ben, moi, je pense parce que Vous ne pouvez pas rien faire. ils pouvaient rien faire, mais c'est juste C'est ça, Renault, même si c'était Alonso. mais c'est juste Renault qui a bien joué les cartes aussi. Même Mercedes, quand ils ont décidé de faire rentrer Rosberg dès que la voiture de sécurité est rentrée, alors et on sait qu'à Abu Dhabi, c'est très difficile de dépasser. Il faut attendre d'avoir le DRS. Donc, j'ai parlé de Petrov en 2010. Il y a eu Abu Dhabi en 2012 à cause justement, on parlait de Rosberg, de l'accident avec Karthikeyan. 2016, encore Rosberg, mais cette fois-ci, c'est la victoire avec Hamilton. Donc, il y a peut-être un Grand Prix qui était bien, c'était 2013, parce que c'était le comeback de Kimi Räikkönen qui a gagné un Grand Prix, mais sinon... En plus, Kimi il a gagné, mais il s'est fait sortir en avion privé parce que il a ouvert des canettes de bière pour célébrer. Kimi doing Kimi. Ouais, Kimi. ça c'est Kimi. C'est Kimi, et la histoire, c'est ça, je sais pas, les rois. Regardons le circuit, je veux dire. Virage 2, 3, 4, ça n'a rien, ça va être une ligne droite. Virage 5, 6 devrait même pas exister, on devrait juste continuer tout droit. Faire une belle ligne droite entre le 1 et le 7, là. Comme ça, on arrive déjà au virage numéro 2 où est-ce qu'il y a une chance de pouvoir dépasser. 8, 9, 10, il faut peut-être essayer de le revoir. 11, 12, 13, c'est une espèce de bric-à-brac qui n'a rien à voir, c'est pas intéressant. Ouais, ça, c'est vrai. Virage 14 devrait même pas arriver là, on devrait continuer beaucoup plus loin pour essayer de faire une espèce d'épingle ensuite au virage 17, donc on essaie d'éliminer 15 et 16. 18, 19, 20, une espèce de Monaco juste beaucoup plus riche et avec moins de gens. Puis on pourrait essayer de faire quelque chose pour arriver à 21 pour essayer de faire un autre dépassement, mais il faut refaire le circuit dans ce cas-là. Il faut refaire les 2 tiers du circuit, c'est effrayant. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que le problème, peut-être que vous allez être en désaccord. Moi, je pense que c'est plus un problème avec les voitures plutôt que le circuit lui-même. C'est vrai, par contre, qu'il y a certains endroits dans le circuit qui devraient être modifiés. Tu parles de la section où il passe devant la grosse tribune en épingle, là. Oui, 5-6, là, ça, c'est une ligne droite. On le voit en plus, la piste est là. Il y a une ligne droite, on devrait juste continuer direct, ça fait une super épingle pour faire le virage numéro 2. Puis en plus, tu peux mettre un DRS. C'est ça, et en plus, ça crée beaucoup plus de dépassement plutôt que de dire tiens, on va utiliser une chicane parce qu'on va faire en sorte que les fans voient plus les voitures comme au Mexique. Parce que les voitures qui tournent, c'est sympathique aussi pour le plan de caméra, ça fait des beauty shots. C'est pas intéressant. Des images, c'est des choses de riches. Mais aussi, ce qui est frustrant avec ce circuit-là, c'est que ce soit le dernier. On termine, on dirait, sur une mauvaise note, on tombe dans une chose que les fans n'aiment pas, alors qu'on devrait terminer en force avec un Grand Prix qui est enlevant, qui donne l'espoir pour la prochaine saison. Là, on finit avec quelque chose dans un royaume qui est perdu, on sait que Abu Dhabi est là à cause de l'argent et on termine
sur quelque chose d'assez flat, disons. Ben, justement, tu parles d'argent. C'est la raison pour laquelle c'est le dernier Grand Prix de la saison. Parce qu'ils ont payé un supplément Exact. dans le contrat pour accueillir la dernière course de la saison. Puis ça rend plus sympathique de faire une course qui débute au coucher du soleil pour se terminer sous les projecteurs. Et je regarde encore le circuit. Moi, personnellement, quand je dis j'aime le circuit est correct pour moi. Secteur 1, à part le virage 5 et 6 qui devrait être une droite, moi je vois pas 3-4 aussi, hein? 3-4 pour faire une ligne droite pour être sûr qu'il y a pas, que le DRS puisse fonctionner. Hein? Oui, c'est ça. Moi, je pense que le 3-4 devrait être changé. 8, 5-6 aussi. 5-6 aussi. Mais 7-8, ça va. Beaucoup. 8-9, ça va. Le petit enchaînement gauche-droite, ça va. Moi, je trouve que c'est parfait pour justement la deuxième ligne. Mais ce que je déteste le plus, c'est le secteur. C'est le troisième secteur entre les virages 13 et 21, qui est juste, comme vous l'avez dit, un genre de Monaco encore plus riche. Même si c'est... Il y a un potentiel de dépassement. 15 et 16, les voitures arrivent quand même assez vite, mais paf, ça arrive tout de suite où il faut déjà freiner pour faire le 17. Donc, s'il y avait un peu plus de distance, puis ensuite faire un vrai virage carré ou plus serré, là, ça pourrait marcher. Mais le 17 arrive tellement vite, c'est pas intéressant. Puis en plus, je regarde 11, 12 et 13, là, ça, c'est vraiment dégueulasse comme... Oh, oui. Vraiment dégueulasse comme enchaînement. Pour vrai, là, ça, tu peux juste mettre un virage à gauche, puis tu crées encore plus. C'est vrai que c'est un bon endroit pour dépasser, mais tu peux multiplier ça un peu plus en effaçant cette chicane Mickey Mouse. L'autre truc que je veux amener aussi, moi, je pense que c'est pas tant le circuit le problème, à part les quelques trucs à modifier. C'est-à-dire au moins la moitié du circuit. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je pense que ce sont les voitures aussi. C'est les voitures le gros problème. Ils sont pas capables de se dépasser. C'est tellement difficile de dépasser sur ce circuit parce que les voitures sont pas capables déjà à la base de se suivre. Puis on l'a vu à plusieurs reprises pendant les Grands Prix. Même à Montréal, depuis quelques années, c'est plus le spectacle qu'on avait parce que justement, les voitures ne sont pas capables de se suivre. Imaginez à Abu Dhabi où on a justement plein de zones de dégagement, mais aussi des endroits en or pour dépasser, mais on a vu Gasly dépasser que Fiat, Stroll, Vettel et compagnie. Mais c'était dans deux endroits, mais dans d'autres endroits, tu peux pas générer d'autres zones de déplacement parce que non seulement le circuit est peut-être pas adapté, mais les voitures ne le sont pas plus. Alors, pourquoi l'Oval de Bahreïn était aussi bon? Mais c'est ça. Mais regarde, mais oui, je suis d'accord que la voiture, il peut pas se suivre, mais on met le circuit de les Amériques aux États-Unis, c'est pas la même chose comparé à Abu Dhabi. Et c'est ça, même si tu changes de mettre la voiture, c'est le même circuit, le Monaco, même si tu changes de réglementation dans quelques années avant et après, c'est la même chose. On ne peut pas se dépasser, même si on dit que c'est les autos qui sont trop grands, c'est vrai, mais il y a des circuits comme Abu Dhabi qu'ils sont faits pour l'argent, ils sont faits pour l'attention qu'il y a, mais qui devraient être pas là ou n'étaient pas les derniers aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui se laissent aller comme la sortie des box. Quand on sort, c'est comme un tunnel. Je dis, Dieu merci, il n'y a rien qui s'est passé là-dedans parce que si un jour quelqu'un s'accroche là-dedans, ouais. On va dire oui, c'était dangereux, mais il est là depuis longtemps. Je pense que personne le remarque, personne ne dit rien, mais des fois, pour des petites choses, dans d'autres circuits, ils changent la trajectoire, ils changent la sortie, ils changent pour éviter des problèmes. Mais comme j'ai dit la dernière fois, il y a des circuits qu'on dirait que là, c'est pas les pilotes, ils sont plus super pilotes. Mais justement, tu parlais des circuits des Amériques, parce que beaucoup vont dire les tilkodromes ne sont pas
adapté pour la Formule 1 comme. Mais regarde, circuit. las Amériques, c'est un bon tilcodrome, pareil que Ouais. Turquie aussi, c'est un Istanbul bel, aussi. oui, c'est ça, c'est un bel tilcodrome, mais je dis, Monaco, pourquoi ils restent là-dedans? Qui ont du Ah. cash. Du cash, Mais- c'est gratuit. Mais Une c'est histoire. gratuit, bien gratuit. C'est juste parce que les riches ils s'amusent à regarder les autos depuis, je ne sais pas, depuis les bateaux, mais qui ne regardent même pas la course. Mais Il y a moi, des mondes là-dedans, des fois ça m'énerve parce qu'il y a des personnalités qui sont là-dedans et tu vois qu'ils n'ont rien. Ils sont sur le téléphone, ils ne savent même pas ce qu'ils les pilotent, ils sont là juste pour faire la photo et c'est fini. moi Ben, j'ai remarqué, surtout ouais. à Monaco, j'ai des amis qui ont commencé à suivre la Formule 1 et c'était un circuit qui attendait. C'était des personnes qui commençaient et ils attendaient ce Grand Prix parce que c'est un Grand Prix qui est connu, c'est un Grand Prix qui est populaire. Mais quand ils ont vu le spectacle que ce Grand Prix offrait, ils ont été surpris parce qu'on vend tellement bien ce Grand Prix, j'ai l'impression. On le montre comme étant le meilleur alors que c'est le pire. Et mais on a quand même un peu dévié de la conversation sur Abu Dhabi. Mais Abu Dhabi, je pense qu'Abdou a un petit peu raison. Si les voitures pouvaient se suivre un peu plus et tenter d'offrir un meilleur spectacle dans les dépassements, peut-être que justement la course serait plus intéressante. Mais je pense que on est dans un juste milieu entre quelques modifications dans le circuit net, mais aussi dans la façon dont les voitures sont construites. Et c'est. 2022. Vas-y, Jean-Sébastien. 2022. A C'est priori, la Exact. solution va être là en 2022. Ouais. On va Ok. voir, hein. Jean-Sébastien, Les résultats vont-ils on est être Je là? crois pas J'ai une hâte. seconde. Tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles quand on attendait comme ça, et 2014, Oh, 2014. bon, ouais, non, c'était du bruit. Ah, On était comme- oui. Non, je crois pas une seconde, mais on nous promet que 2022, tout va être réglé. Soit, Oui, c'est ça qu'on disait en 2013. On souhaite pour la Formule j'attends 1. de voir. J'attends de voir moi aussi parce que. Et en attendant, est-ce qu'on peut au moins mettre de l'argent pour arranger le circuit? Oui, Oui. on Je veux ouais, dire, même la Formule 2 n'est pas capable de faire une course intéressante là-dessus. Là. Ah oui, en Non. plus. Dieu merci, ils n'ont pas roulé là-dessus cette année, hein. Parce que, my God, ce circuit, moi, je le trouve correct. Oh non, non, c'est pas correct. Mais pas le droit. c'est beau. C'est beau. Non, C'est c'est beau. artificiel. C'est artificiel, tout est Mais fake. c'est beau, c'est un bel édifice, mais Ah, c'est mais pas Tout est ça. fake, gang. Ben, Amine, Montréal aussi est artificiel. Le circuit Gilles Villeneuve est artificiel. Oui, mais au moins, il y a la nature qui commence à pousser là-dedans. Mais oui, Oui, ça au moins. au moins, il y a de la marmotte qui saute. Ben oui. Magnico aussi, c'est naturel. Il y a plus de vaches que d'habitants, Magnico. Ah! C'est vrai que c'est allé. Ah, Magnico, ça c'est. Ah, je m'excuse aux Français. Je suis passé dans la ville. Ben, Hey. Mais c'est vraiment Nico, c'était vraiment au milieu de. Nulle part. C'est au milieu de nulle part. C'est ça. Et puis, imagine, Abu Dhabi, là, l'année prochaine, il va y avoir l'expo. Donc, t'imagines, le Yas Marina est à 1 heure de l'expo. Donc, si jamais tu trouves le Grand Prix plate, comme ça a été le cas cette année, ben, tu peux quitter puis aller tout de suite tu peux aller à l'expo et trouver ça encore plus intéressant que le Grand Prix. Pas certain qu'il y a encore du tourisme de masse, mais en 2021 quand même. Oui, c'est Ouais, ça. ça, par contre, c'est vrai, C'est ça. encore loin. On est encore loin parce que on ne sait pas ce qui va arriver avec la COVID-19. Non, si vous allez au Grand Prix, au moins en arrière, il y a toujours le parc d'attraction de Ferrari qui peut être intéressant. On dit que c'est bien. Oui, ça, c'est bien. Ah, est-ce Vous, le que virage 7, là, le futur virage numéro 2. est-ce que c'est à l'image Cette année, de la il- saison de Ferrari? Cette année, ils Oh, n'ont pas oh, montré yes, beaucoup, indeed. hein. Mais là, je viens de remarquer que cette année, ils n'ont pas montré beaucoup ça. Non, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Je pense qu'il doit être probablement fermé. Il doit être fermé, c'est sûr qu'il c'est est fermé. pas, ouais. Le Grand Prix à huis clos, c'est sûr que ça, c'est à fermer aussi. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que disons, il n'y avait pas de raison pour montrer ça, en fait. Alors, C'est moi, l'image de la saison de Ferrari également. Non. Oh! Un bon point, Marc-André, bon point. Non, On n'a mais- pas de nouvelles de Red Bull. Ouais, Red Bull, c'est vrai parce que En attente. On en a eu. en attente, Yuki on en a- Tsunoda.
Oui, c'est Exactement. ça. Parce que c'est vrai, ça a été confirmé aujourd'hui même, bon, au moment où on enregistre cet épisode mercredi, que Yuki Tsunoda, c'était déjà confirmé, on le savait depuis un bout que Il manquait l'officialisation. Ça a été fait. exactement, Et puis, c'est officialisé. Il va être le coéquipier de Pierre Gasly. Mais j'ai confirmé qu'Albon, il est pas employé. Ouais, moi je pense que Albon non plus, au moins il ne retournera pas chez AlphaTauri. Alors ça c'est une bonne nouvelle pour lui, mais à savoir est-ce qu'il va être le coéquipier de Verstappen ou bien de Verstappen et de Sergio Perez l'année prochaine parce que les rumeurs commencent à sortir. Ils ont sorti déjà comme quoi ils annonceraient d'ici vendredi que ouais, la selon décision. toutes les choses, selon les rumeurs, ça serait vendredi. On a hâte Il y de Première avait voir. décision. gelé, oui. Ouais. Il y avait gelé, j'étais gelé. Il n'y a pas de problème. Au moins, tu es de retour. Et juste pour dire pour Tsunoda, imaginez, l'année dernière, il est arrivé en Formule 3. Cette année, il est en Formule 2. Et là, en 2021, il va devenir le premier pilote né dans les années 2000 à participer au championnat du monde de Formule 1. Ça, imaginez, c'est quand même fou la progression qu'il a. C'est quand même beaucoup de pression aussi. Et c'est beaucoup de pression, effectivement, parce que tu tombes dans l'environnement parce qu'il est dans l'environnement Red Bull, donc ils vont s'attendre à des performances. Donc, si jamais il arrivait quoi que ce soit avec Verstappen ou Perez qui devait quitter, bon, c'est vrai que dans le cas, ce serait Albon qui viendrait. Mais il va toujours rester Albon. Je pense qu'à l'inverse de Gasly, à l'inverse d'Albon, le plan avec Tsunoda est de prendre son temps, même si c'est Red Bull. J'ai l'impression qu'avec Tsunoda, on va vouloir prendre son temps, puis on va peut-être placer les pions pour qu'on puisse prendre notre temps. On se souviendra que dans les dernières années, ça a été, à part Verstappen, ça a été difficile au niveau des deuxièmes pilotes. Maintenant, si on va chercher un Perez qui pourrait rester 1 an, 2 ans, pour laisser le temps à Tsunoda de se placer, peut-être que ça va être positif. Mais en même temps, je crois que pour Tsunoda, ce qui est vraiment positif, c'est d'avoir un coéquipier comme Pierre Gasly, qui a connu tellement d'adversité, qui est un pilote tellement impressionnant sur une piste, qui a une maturité pour son jeune âge. Pour moi, je vois que du bénéfique pour Tsunoda d'avoir un coéquipier comme ça. Et puis, hâte de voir, parce que lui aussi va avoir beaucoup de pression du Japon. C'est un premier pilote depuis... Depuis Sato. Non, Kobayashi. Kobayashi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un premier pilote depuis ces années-là. Alors, c'est sûr qu'il va avoir une certaine pression de ce côté-là. Mais j'ai hâte de voir. Écoute, je pense qu'il a tout montré en F3, il a tout montré en F2, qu'il était un bon pilote. À lui de le faire en Formule 1. Oui, Jean-Sébastien. Marc-André a raison parce que ce qui va arriver, il n'y a plus beaucoup de pilotes Red Bull dans la filière. Ouais. Là, ils sont rendus au fond de la filière. Exact. Il ne reste plus personne. Et deuxième chose, est-ce que les ventes de canettes de Red Bull, ça se vend bien au Japon? Oh, Ils ont un ambassadeur, là. Ça, c'est un bon point de vue marketing. Albon pour l'Asie du Sud-Est, Red Bull pour le Japon. Ça peut être intéressant pour Red Bull. Là. Il peut y avoir du développement économique. Donc, ils ont tout intérêt à le garder longtemps, à prendre le temps avec eux, de changer peut-être un peu la mentalité, parce que s'il n'y a personne derrière, ils ne vont pas le foutre à la porte. Ouais. Et en plus, il y a Yuri Vips aussi. L'Estonien. Ouais, l'Estonien, exactement, qui va participer en Formule 2. Lui, le défaut, c'est parce qu'il vient de l'Estonie. Il y a 1,3 million de personnes. C'est pas super intéressant d'avoir un pilote estonien en Formule 1. Désolé, mais si ça reste du marketing, hein. On va aller plus de créer au Japon qu'en Ça reste une Estonie. business. Lui était mis un peu de côté, ça fait longtemps. Ouais. Il fait bien. Et regarde, les Japonais, c'est bien. On aime ça qu'un Japonais, on ne fait pas trop de critiques quand c'est un Japonais. C'est quand c'est un Latino, on fait plus de... En mot qu'on s'appelle on demande plus de performance, mais... Le point de Jean-Sébastien mais est lui... excellent de ce côté-là parce que c'est justement, la filière commence à perdre de sa beauté. Ils ont signé quelques jeunes dernièrement, mais les jeunes ont 14-15 ans, donc ça va être long avant qu'ils arrivent à bon port. Mais c'est pour ça que Tsunoda devient un peu en quelque sorte le sauveur potentiel du deuxième poste chez Red Bull. Je m'attends pas ça augmente encore un peu la pression qu'il a, ce jeune homme. Mais j'ai l'impression qu'il va réussir. J'ai bien aimé sa saison. Tout est à montrer maintenant.
Oui, exactement. Puis je pense même, je pourrais dire par défaut, parce que moi, je pense que Yuri Vips a tout aussi une chance d'aller en Formule 1 s'il fait bien en Formule 2 l'année prochaine, parce que c'est là où c'est sa prochaine destination. Le championnat va Ah être ouvert non, en ça Formule marche 2. pas Là. comme ça, ça Ouais. marche pas comme ça, tout. Oh. Ça Oh. marche pas comme ça, tout, regarde. Mais ça va dépendre de Vips, en fait. Mais connaissant Red Bull, Il y a que font de bonnes performances comme Ilot, il n'est pas là, il est pas là, il va pas être là l'année ben, prochaine. le pauvre Alot, lui, au moins, il va rester dans les paddocks, mais il va agir comme pilote de réserve chez Ferrari. Oui, Alors, ça sert à quoi? Se promener, faire des ouais. Apprendre la photos. voiture, faire Apprendre la beaucoup de Oui, voiture, kilométrage, être vraiment avec les ingénieurs puis apprendre la job. c'est ça. C'est Ouais. vraiment utile, ça. Ça Qui, paye. Ça, c'est utile, ouais, parce que on n'en parle pas beaucoup, puis je pense qu'avec toute la oui, situation cette année, le titre de pilote de réserve maintenant revient un peu en valeur, comme on l'a vu dans les années 90, 2000, quand il y avait ouais. les essais privés. Donc là, ça va permettre peut-être au moins pour iLot de mieux valoriser le travail avec les ingénieurs, le travail avec les simulateurs pour mieux connaître la voiture et en cas de pépin avec le clair au sein, ce qu'on ne souhaite pas, ben, qu'il soit prêt, même si je sais que ça va être Antonio Giovinazzi qui va être appelé en renfort, mais il va au moins être avec Alfa Romeo. Mais je oui, pense que mais c'est quelque chose, je regarde de côté des pilotes, ça sert à quoi? Comme je dis, des fois je parle avec Tatiana, ça sert à quoi? Il était des pilotes de réserve, il était là, regardait la voiture et tout, se promenait pendant tous les Grands Prix, entre-temps, ta carrière professionnelle est arrêtée. Il est arrêté, tu courses plus, tu n'es plus pilote, c'est ça. Si tu le de côté l'équipe, c'est bien, ils ont quelqu'un qui est là, qui travaille, qui fait le travail, mais le pilote comme tel, s'il veut courir, s'il veut être professionnel, s'il veut continuer, des fois c'est mieux regarder hors de la Formule 1 et continuer à faire la course que rester là juste pour, oui, attendre qu'un jour quelqu'un y manque y va a faire la course, como a fait Pedro de la Rosa, il faisait ça, il était pilote de réserve coup de temps, il a fait quelques Grands Prix, mais à part ça, il est resté pour être à la télé, commenter les Grands Prix, critiquer les pilotes, ce qu'il fait. je pense que Ouais. ça peut être plus Pendant ça, Montoya, il fait la course encore 45 ans et encore il fait des championnats. Mais pas en Formule 1, mais ça fait mieux. Oui, vas-y, Marc-André. positif pour certains pilotes. Bon, je vais prendre en exemple Kvyat. C'est peut-être un mauvais exemple parce que là, il n'est plus en Formule 1 et les résultats ne sont peut-être plus là. Mais on a vu une différence entre le Kvyat qu'on a connu avec Red Bull et le pilote qui est ressorti du pilote d'essai, du troisième pilote, je veux dire, avec Ferrari, qui était un pilote un petit peu plus mature, un peu plus dans les règles. Alors, est-ce qu'un passage comme ça en pilote de réserve peut avoir un lien? Je me questionne. Ouais. Jean-Sébastien? Pilote de réserve, toujours là pour apporter un certain talent quand même. Hein. Ouais. Il va apprendre la mécanique, il va apprendre la technique, il va peut-être pouvoir découvrir des choses. Il va pouvoir mieux comprendre la voiture, sans doute, que les pilotes eux-mêmes au niveau de la technique, au niveau de la préparation de la voiture. Pas nécessairement sur la conduite, au moins sur la Oui, préparation. ça ne veut pas dire qu'il va faire la performance qu'il fait les pilotes, comme Hamilton. Non, ça c'est sûr, mais quand même, au moins il y aura cette dimension-là. Donc, quand ça sera à son tour d'aller dans soit une voiture sur simulateur, soit devoir tester des choses lors d'une certaine journée d'essai privé, il peut au moins chercher certaines choses supplémentaires que peut-être un Carlos Sainz n'a pas parce qu'il ne connaît pas aussi parfaitement la voiture. Parce que l'avantage des troisième pilote, il faut quand même l'occuper le pilote. Là. Il n'est pas payé à faire le beau dans le paddock. Là. De toute façon, il ne peut pas être dans le paddock. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il lit des manuels. Il lit des manuels, il apprend comment la voiture fonctionne, vraiment sur le bout des doigts, de façon très, très technique. Et ça compte pas beaucoup. Ça peut faire la différence au final. Parce qu'il peut peut-être développer certains talents. Peut-être qu'il a ce talent-là aussi de pouvoir comprendre le feeling d'une voiture aussi. Hein.
Exactement. Puis pour terminer avec ça, en fait, il faut pas oublier que maintenant il y a des restrictions en fait sur les pilotes, sur les troisième pilotes. Il faut quand même détenir un certain nombre de points. C'est 25 si tu veux tester la voiture pendant les essais du vendredi, donner une chance aux pilotes de s'acclimater déjà dans la Formule 1, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Évidemment, il faut avoir les 40 points requis. Maintenant, je pense qu'ils ont si je me souviens bien, ils ont baissé ça à 30 à cause de toute la situation. Ouais. 30 points exactement. Donc, ça va permettre aux pilotes de au moins aux écuries de sélectionner des pilotes qui ont vraiment qui sont prêts à sauter sur l'occasion. Et aussi pour tester les jeunes pilotes, à savoir si dans les prochaines années, il va être en mesure de remplacer un pilote, soit pour la saison complète ou bien pour quelques courses, si jamais devait arriver quoi que ce soit. Alors, Dieu merci, c'est une des choses que je voulais revoir avec cette pandémie, c'est le retour, en fait, des pilotes de réserve pour enfin connaître de nouveaux visages, comme on l'avait avec Jack Aitken, Pietro Fittipaldi, qui n'ont pas mal fait, en fait. Entre autres, pour Fittipaldi, qui a quand même fait une bonne travail. Il n'est pas craché. Ouais, il a rien fait. Donc, il s'est tenu propre, au moins. Puis Aitken, à part la petite erreur à Sakir qui a changé l'issue du Grand Prix, en fait, sans le savoir, a fait une course décente. Donc, au moins, ces trois deuxièmes pilotes ont fait le trou. Mais c'est dommage quand même parce qu'ils trouvent la façon comment afficher des pilotes qui, tu sais qu'ils sont là parce qu'ils étaient commandités ou quelque chose comme Pietro. Mais c'est ça, au moins l'avantage, c'est qu'on n'est plus dans l'ère où tu avais des troisième pilotes comme Shanok Nissany qui... l'arnaque. C'était une arnaque et je suis désolé à propos de Roy, son fils, qui est mieux que ça quand même. Mais quand même, Adou, il y a quelque chose qui me frappait dans les tests d'Abu Dhabi. Comment est-ce que c'est passé que Mick Schumacher... Mais oui, c'est des tests, ça n'a pas de course, ça n'a rien à voir avec la course, c'est juste des tests. Même si Alonso c'est le premier et le plus expérimenté, oui, mais Nissany n'était pas la dernière. Oh, moi personnellement. J'étais bien surpris parce que, oui, on peut parler de mauvaises voitures et tout, mais Nissany, c'était avec la Williams, quand même, c'est ça. Même si Mick Schumacher était avec la Haas, j'étais comme surpris, je dis oui, et Nissany m'impressionne. Disons que Nissany connaît un peu plus la Williams ayant fait un peu plus d'essais, puis Mick, c'était la première fois qu'il roulait un vendredi. En fait, il s'est fait voler une séance d'essais à cause de la météo. Les tests de session, les tests à Abu Dhabi après la course. OK. On parle des tests où était Alonso, il était tous les jours. Sauf Alonso. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'année prochaine, Alonso sera la troisième plus jeune pilote l'année prochaine. Alors, après Tsunoda Kimi et Norris. Oui. Après Tsunoda, Norris, puis ensuite Alonso, puis Stroll. Et oui, c'est ça. Il va pour les rookies. C'est ça. Les rookies de l'année. Il va le gagner facilement. Oui. Exactement. Alors, et Jean-Sébastien, je voudrais avoir ton opinion sur comment vois-tu ça Ocon, Alonso chez Renault? Il ne va pas avoir de chicane? Ocon va se faire détruire. Ça va être triste. Il va se faire détruire, pauvre garçon. Il va faire pitié, même, je pense. Ça va être... Moi, je donne pas de prédiction parce que on sait, moi, je sais pas. Je sais que je suis d'accord avec vous aussi. Non, je vais faire une prédiction. Oh! Je vais en faire une. Le boss d'Alpine va mal dormir.
Ah! Est-ce qu'il a déjà bien dormi? Point taken. Non, je pense pas. OK. Je prends ça en note. Il est 22h36 le 16 décembre La 2020. fatigue qui rentre. Jean-Sébastien Barbeau a dit que Cyril Abiteboul va mal dormir. Mais en s'il reste 2021. là, lui reste là parce que Oh, il va rester. Il va rester. Cyril Abiteboul, je pense qu'il. Ouais. S'il y a un Drive to Survive saison 3 l'année prochaine, C'est lui, hein? pour la saison 2021, oh là là, ça va être beau. Oh, ça va être beau. Oui. Ouais. Puis, Ouais, encore là, Je veux dire, oublie Haas. On pensait qu'on avait tout vu avec Haas. Non, Là, on peut sí, voir y de avec- misteriosas, parce que avec Alpine. Oh, si boy. jamais les résultats de Ocon ne sont pas satisfaisants l'an prochain contre Alonso, ça pourrait peut-être potentiellement être sa dernière saison, je crois. Ça sera sans doute son avant-dernière. Je pense qu'on va lui donner une deuxième chance parce qu'on va dire Mais- que quand il passe un deux fois champion du monde de Formule 1 et que plusieurs pensent encore qu'il est meilleur que Lewis Hamilton. mais quand même, c'est Renault, si ça reste Pas comment on peut Renault. penser ça, mais Moi non plus. C'est Oh là là. les mystères de la vie. exact. Où vous voulez dire... non, je n'irai pas jusque-là. Mais So- la seule chose que tout le monde me dit, et la session prochaine va être dure, c'est Stroll et Vettel. Yo, non, attends. Il y a de meilleures choses qui vont se passer en Haas. Tout le monde regarde Mick et Renault, tout le monde regarde Alonso. Ça va comme distraire tout le monde. Tant que Racing Point va pouvoir travailler plus tranquillement. Ah oui, bah, on verra. En ça. plus, si, On verra, mais, si- mais en plus, si McLaren va être- Pérez est confirmé à Red Bull, hey. Ah, on va avoir une belle saison 2021. Eh là là. Oui, Ben, oui. Je pense que la saison de Drive to Survive va être encore plus intéressante que la saison en tant que telle. Oh, on verra ça. C'est souvent le cas. Oh, ben, c'est souvent le cas, en fait. On verra ça. J'ai hâte à la 3e saison de Drive to Survive qui devrait sortir en mars. Alors, Ouais. Et tu peux regarder Alonso? Mars, juste avant le début de la saison pour nous mettre dans l'ambiance. Toujours Oui parfait. ou non? Oui. ouais. Oui. Et oui. Et c'est sur une belle discussion sur Drive to Survive qu'on termine cet épisode du Bulletin F1. Ben écoutez, le Grand Prix d'Abu Dhabi n'aura pas livré la marchandise comme à l'habitude. Alors, on a divagué pas mal aujourd'hui, alors ce qui est assez compréhensible. Alors, ouais. C'est une belle façon de terminer la saison. Mais nous, la nôtre, elle n'est pas terminée. Parce qu'on se retrouvera le 31 décembre pour la revue de l'année 2020 de Formule 1. Puis, oh my God, il y a des trucs à parler. Alors, on vous donne rendez-vous. Vous pouvez lire justement notre revue top et contre-performance du Grand Prix d'Abu Dhabi. Oui, j'ai eu de la facilité quand même à trouver des bonnes et contre-performances malgré le manque de sommeil et la somnolence durant le Grand Prix d'Abu Dhabi. Vous pouvez aller les lire sur bulletinf1.com ainsi que les anciens épisodes de notre balado diffusion que vous pouvez écouter sur Balado Québec, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et toutes vos plateformes de balado diffusion préférées. Alors, c'est à écouter évidemment. Puis si vous voulez faire partie de la discussion, vous pouvez aller sur facebook.com/le bulletin F1 ou sur twitter.com/le bulletin F1. Jean-Sébastien, Marc-André et Anna-Maria, un grand merci à vous. Merci à toi, Abdou. Merci à Plaisir. toi, Abdou. Ça m'a fait plaisir. Et c'est réciproque aussi. On se retrouve pas la semaine prochaine, dans 2 semaines pour le dernier épisode de l'année 2020. Et ça tombe bien, ça va tomber sur un 31 décembre. Alors, je m'appelle Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Et on se retrouve le 31 décembre pour la revue de l'année. Alors, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, peu importe où vous êtes.